Hello les amis et bienvenue dans ce nouvel épisode de la Fabrique des investisseurs, c'est Jérôme, j'espère que vous avez la forme. Alors je vous retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode après un peu 3 semaines je crois là sans diffuser. Mais à culpa les amis, l'emploi du temps cette fin d'année est ultra tendu. J'ai du mal vraiment à être sur tous les fronts. Donc voilà, mais ça y est, je prends enfin le temps de vous tourner cette introduction. Alors que le podcast, l'épisode du jour est tourné depuis une dizaine de jours, je n'avais toujours pas pris le temps de faire cette introduction afin de vous diffuser l'épisode. Donc voilà les amis, j'espère que vous avez la forme. On va démarrer dans quelques instants par bien sûr les actus de GG comme vous en avez l'habitude. Mais avant ça, j'aimerais remercier toutes celles et ceux qui m'ont rejoint sur YouTube. Ça fait 1 mois et demi, 2 mois maintenant, allez, on va dire 2 mois que j'ai repris la chaîne YouTube avec pas mal de régularité, hein, avec une bonne vidéo chaque semaine. Des vidéos, on va dire, sous forme un peu masterclass, des tutos, enfin des choses très concrètes, assez poussées. Et franchement, vous avez été nombreux en tout cas à me rejoindre là dernièrement, donc c'est trop cool, merci infiniment. Donc si t'es pas encore abonné à la chaîne YouTube, je t'invite vraiment à le faire. Pourquoi? Parce que je partage un contenu qui va être complètement différent de celui du podcast. Je te partage du contenu qui va être très axé, encore une fois, hein, j'essaye d'être dans du très concret, mais très opérationnel. Il y a des vidéos terrain, il y a un peu des concepts avec des tableaux où je me mets en mode un peu professeur en immobilier, en investissement immobilier, et je te partage vraiment tout ça. Donc c'est des formats qui plaisent bien, j'ai des très bons retours là sur Insta notamment. Donc voilà, donc je t'invite vraiment à me rejoindre, tu as le lien dans la barre de description et ça te permettra d'avoir un petit peu plus de GG dans ta vie. Et c'est aussi une des raisons pour laquelle je suis un peu moins actif sur le podcast, c'est que en fait quand tout s'accumule, c'est très compliqué de tout gérer de front. Donc voilà un petit peu tout ça. Donc je t'invite à me rejoindre sans plus tarder. Quelles sont un petit peu autrement les actualités de GG? Alors, les actualités de GG, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup en ce moment. Je vais démarrer par quoi? Je vais démarrer par mes amours, mes emmerdes, les emmerdes. Alors, les emmerdes, il y en a pas mal en ce moment. Ce qui explique aussi le côté un peu charge mentale et le côté un petit peu moins présent. D'ailleurs, si tu me suis sur Insta, tu verras qu'en story, je suis pas hyper actif parce que clairement, j'ai des incendies à éteindre. Alors quels sont ces incendies? C'est ce que j'appelle de la bobologie, hein, d'investisseurs, donc à savoir des problèmes de gestion locative, donc que ce soit des trucs qu'on pété qu'il faut réparer, donc il faut faire appel aux artisans, il faut faire les devis, il faut que les locataires soient disponibles, etc. etc. Au programme, j'ai eu quoi? J'ai eu un ballon d'eau chaude qui a lâché, j'ai eu une chaudière, j'ai eu une porte de garage qui a été mon plus gros souci, sa porte de garage, parce que 1700 € de réparation quand même. Donc ça picote le cul. Surtout quand c'est des locataires qui m'ont enfoncé la porte et que personne ne se dénonce. Donc voilà. Même si les assurances devraient intervenir là-dessus, j'attends le retour. Mais voilà, c'est toujours des doses en plus à gérer, des trucs de merde, sans compter une belle prise de tête avec un locataire comme ça m'est, je pense, jamais arrivé. Typiquement, j'ai un artisan qui vient pareil installer chez un locataire un sèche-serviette, voilà, qui n'avait pas été fait à l'époque. Donc un sèche-serviette, le mec me rappelle en me disant l'appartement il est immonde, il est hyper mal entretenu, il y a de la moisissure partout, le mec n'aère pas, il est parti le week-end, il y a son linge qui sèche, c'est pas chauffé, etc. Donc l'appartement se dégrade en fait, et j'ai eu des photos, des vidéos, mais ça m'a... je vais pas te dire que ça m'a retourné le cœur, mais alors qu'on n'est pas censé avoir d'émotion, mais il y a un moment quand tu mets tes tripes, du moins dans de la rénovation, à faire les choses bien, de qualité, et que tu as un mec qui en a rien à foutre et qui te retourne ton truc, je suis complètement sorti de mes gonds. Et en plus, le gars, l'artisan, me dit bah écoute, en plus, là, dans la salle de bain dans laquelle j'interviens, c'est dégueulasse. Il y a une merde qui flotte dans les chiottes, il a pas tiré la chasse d'eau avant de partir. Il y a des capotes usagées, la douche, elle est immonde. Bref, le mec en mode bas les couilles, no respect. Alors là, moi, ça m'a. J'ai vu rouge.
Je lui ai demandé, je lui envoie un texto en lui demandant de me rappeler. Et là, j'ai dégoupillé au téléphone pendant 5 minutes. Euh, j'ai fait mon rôle de daron. Enfin bon, bref, je l'ai dégommé pendant 5 minutes. Et ça s'est conclu en mode si c'est pas mieux dans l'appartement, vous allez me voir débarquer et ça va pas se passer pareil. Et donc, on verra si ça s'améliore. En tout cas, voilà, j'ai creusé un petit peu dans mon karma d'énergie. Je sais pas si ça se dit, mais en tout cas, ça a été assez rock'n'roll comme appel. Donc j'espère ne pas avoir à me déplacer parce que clairement sur le papier, j'ai pas que ça à foutre de perdre une matinée pour aller constater l'état d'un appartement ou bien engueuler un locataire de vive voix. Mais voilà, bon bref, tout ça pour vous dire que ces derniers temps, ça a été assez mouvementé, on va dire, à ce niveau-là. Mais ce qui ne m'empêche pas de continuer encore et toujours à vouloir investir parce que je viens de signer à l'instant, là il y a une petite heure à peine, un compromis de vente sur justement un nouveau projet locatif, immeuble de rapport 4 lots, une dinguerie que j'ai trouvé dernièrement. Ça a mis un peu de temps à signer parce on attendait le résultat d'un audit. Un immeuble, 4 lots, 3 apparts qui sont déjà loués et avec des chiffres qui sont assez dingues. On va arriver sur un petit 11% de renta brut en longue durée. 3 apparts sur 4 qui sont loués, plutôt en bon état. Et c'est surtout un prix d'acquisition je crois que je suis à moins 50 ou moins 58% en dessous du prix de marché. Donc je fais ce qu'on appelle dans le domaine, dans le jargon, une bête d'affaires. Voilà, je fais une très très belle acquisition. Donc, et l'agent, et en plus le bien est géré pour le moment en agence sur les appartements qui sont loués. Et j'ai pris la décision sur ces appartements-là de les laisser en agence. Voilà. Je pense que j'ai assez de charge mentale comme ça, c'est pas ma valeur ajoutée. J'ai suffisamment, on va dire, de choses à faire. Donc voilà, je laisserai ces logements qui sont loués en agence et celui qui est vide. Est-ce que je ferai la gestion moi-même? Je sais pas encore. Peut-être que je vais tout mettre en agence, ce qui va me permettre aussi je raisonne beaucoup en termes de charge mentale, hein, ce qui va me permettre moi de me libérer un peu de charge mentale, enfin ou du moins, c'est pas de me libérer, mais de pas en accumuler d'autres pour pouvoir justement toujours continuer à investir. Et je suis sur un autre dos, donc ça c'est un immeuble 4 lots. On va signer également la semaine prochaine un immeuble, enfin une maison à diviser avec des copains là dans la ville dans laquelle j'habite. Une maison à diviser en 4 appartements, une maison d'habitation, une maison de bourg finalement. Et là, on a rendez-vous avec la mairie pour présenter notre projet parce qu'au niveau du PLU, par rapport aux restrictions de place de parking, on est un peu juste par rapport à la demande. Donc l'idée, c'est d'aller pitcher le projet la semaine prochaine avec l'adjoint du maire pour justement lui expliquer ce qu'on veut faire, ce qu'on a déjà fait comme démarche. Et voilà, donc on croise les doigts, mais j'espère que ça va le faire. Donc voilà, la semaine prochaine, signature d'un nouveau compromis. Et enfin, je vais attaquer un autre dossier sur un truc vraiment ultra patrimonial, centre-ville de Rennes. Un appartement très très bien placé dans le centre-ville. Donc voilà, ça devrait se décanter. Je prends des infos au niveau de syndic de copro là en ce moment, mais l'offre d'achat a été acceptée. Donc la fin d'année est mouvementée les amis en termes de location, je suis content, ça me manquait, vraiment ça me démangeait, ça me picotait là depuis 2 ans que j'avais pas mis de billes en locatif. Restera la partie la plus dure à savoir bien sûr le financement. Là l'immeuble à titre perso il y en a pour on va dire un peu moins, on va dire 230 000 euros. La maison à diviser il y en a pour 420 et le petit appart, il y en a pour 150. Donc voilà, va falloir faire financer tout ça maintenant. Je croise les doigts et va falloir monter les meilleurs dossiers bancaires et aller un petit peu au charbon. Quelles sont les autres actualités? Actualités de marchand de biens. On va passer chez le notaire pareil d'ici la fin d'année pour réitérer le 3e appart d'une opération. Donc ça c'est cool, on va encaisser ça. Et puis sur l'immeuble de rapport là qu'on divise, une belle opération là où on attend 100 000 euros de marge. J'ai d'ailleurs fait une vidéo complète sur YouTube, encore une fois petit appel à l'action pour la chaîne YouTube. La vidéo s'appelle "Cet immeuble va me rapporter 100 000 euros en marchand de biens", tout simplement. Donc je te fais vraiment une belle présentation de l'immeuble. Tu vas voir un peu
toute l'opération en détail, comment je l'ai sourcée, qu'est-ce qu'on va faire, etc. Donc d'ailleurs ce que je vais faire, c'est que je vais te mettre le lien direct de cette opération-là dans la barre de description. Comme ça, voilà, tu tomberas directement dessus, tu pourras t'abonner directement à la chaîne également et aller explorer finalement les autres vidéos que j'ai faites dernièrement. Et donc là, le projet, donc on l'a acheté nous il y a 2-3 semaines maintenant. Et le bien, les apparts n'ont pas été encore mis en pub et il y a déjà un appart vendu en off-market avec l'agent qui nous commercialise ça. Donc c'est super. On s'était fixé le fait d'en vendre 2 d'ici la fin d'année. Donc il y en a un déjà qui est sorti avec une très légère baisse de prix, mais ce qu'on avait déjà anticipé. Donc c'est très très bien. Ça suit son cours. Et là on se positionne sur une nouvelle acquisition également. Pour une division de maisons et d'immeubles, voilà, avec une perspective intéressante également en termes de marge. Il y a des éléments à vérifier techniques néanmoins par rapport à des aspects de plomberie, on va dire, pour faire très très simple. Mais c'est pareil, il y a pas mal de choses en plus en étude. Il y a 3 semaines, un mois de ça, là, on est allé en bord de mer visiter et étudier un projet incroyable sur lequel on n'est pas allé plus loin parce que les chiffres étaient pas. L'opération était trop longue, on va dire, par rapport aux chiffres. Et nous, c'est vrai que là, on se focalise de plus en plus sur des choses qui sont assez courtes finalement. Enfin, assez courtes. Je m'entends, mais techniquement, qui peuvent aller assez vite. Donc voilà. D'ailleurs, petit appel à l'action, les amis. Si vous voulez passer à l'action, que ce soit sur du locatif, que ce soit sur du marchand de biens, que vous avez besoin d'aide pour avancer, que ce soit vous êtes un peu paumé, vous voulez accélérer, vous voulez aller plus vite, aller plus loin, ne pas faire d'erreur, vraiment là-dessus, écoutez, je vous mets pareil dans la barre de description un petit appel avec moi, un petit appel stratégique sur lesquels il y aura encore quelques créneaux disponibles sur la fin d'année et puis après je coupe tout ça pour passer des vacances au calme, mais néanmoins voilà, vous avez en fait la possibilité de vous faire accompagner. En fait il y a 2 façons de voir les choses. Soit vous faites appel à quelqu'un dont c'est le métier au quotidien, à savoir moi qui suis tout le temps en train de faire des visites, gérer des chantiers, etc. Toujours dans l'opérationnel, toujours à la page, ou alors vous faites appel à quelqu'un qui est à Dubaï, qui a fait 8 projets maximum dans sa vie, et maintenant qui se dort la pilule et qui vend des formations à distance et qu'on n'a rien à foutre. Voilà, vous avez soit les Dubaïotes, les Dubaïeurs, soit les gens du terrain. Donc je vous laisse faire votre choix en tout cas sur le bon profil à aller sélectionner pour vous aider à atteindre vos objectifs. Et je crois que c'en est tout avec cette intro assez longue finalement, mais j'avais pas mal de choses à vous dire. Je peux déjà vous spoiler que un des derniers épisodes de l'année, ce sera très certainement le dernier d'abord. D'ailleurs, je vous ferai un peu un épisode bilan, synthèse, année 2025, pardon, ce que j'ai fait, ce que j'ai accompli, mes fiertés, mes réussites, mes défaites, mes échecs, ce que je veux améliorer, l'évolution de ma patrimoine. Je vous ferai un très gros épisode bilan. J'ai hâte de vous le présenter. C'est toujours un moment pour moi où je fige les choses, où je vois un peu les trucs cool et les trucs pas cool par rapport à ce que je m'étais fixé et comment je vais pivoter également pour l'année prochaine. Donc voilà, je vous laisse maintenant avec le podcast du jour. Vous allez voir que vous allez apprendre plein de choses. Je suis très content d'avoir reçu mon invité que vous allez découvrir dans quelques instants. Je pense qu'il y a très très peu de profils comme lui en France. C'est un peu un ovni. Et donc, c'est pareil, si vous avez besoin de faire appel à ses services, je vous mettrai son lien direct dans la barre de description. Je vous souhaite un très bel épisode et une très belle écoute. Hello les amis et bienvenue dans ce nouvel épisode de la Fabrique des investisseurs. C'est Jérôme, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui. Alors pour toutes celles et ceux qui ont la vidéo, vous pouvez voir que je suis accompagné aujourd'hui. Vous allez voir, je suis avec un profil. C'est la première fois que j'ai un expert un multi-expert sur les ondes de la Fabrique des investisseurs, sur cette thématique en tout cas. Aujourd'hui, j'ai la chance et le plaisir d'accueillir Timothée.
Salut Timothée, comment vas-tu? Salut Jérôme, très bien, très bien. Ouais, ouais. Bon, alors Timothée, on s'est rencontrés il y a, on va dire, un mois et demi, 2 mois. Tu as rejoint un réseau, un groupe d'entrepreneurs, je sais pas trop comment on pourrait le décrire, un Ouais, groupe d'affaires, un réseau un d'affaires. réseau Ouais. d'affaires, on va dire ça Voilà. comme ça. Et quand tu t'es présenté il y a un mois et demi, je me suis dit, incroyable, c'est le métier que je voulais avoir à côté de moi pour continuer à apporter voilà, un maximum d'expertise voilà, à mon écosystème de l'investissement immobilier. Alors Timothée, je te laisse te présenter, bah voilà, tu nous racontes un petit peu de d'où tu viens et surtout quel est ton parcours, parce que vous allez voir les amis que on a affaire à une pointure. Ouais, Et tu là, exagères, là. l'art de mettre mal à l'aise au début. Donc voilà, allez, Donc voilà, donc je suis Timothée Guinard, je suis avocat fiscaliste. J'ai prêté serment assez récemment. Et pour la petite histoire, je viens des impôts. J'ai passé un temps assez long, hein, puisque j'y suis rentré en septembre 2003. J'en suis sorti là en septembre 2025. Donc oui, c'est un bail assez long. Ouais. J'ai passé la grande majorité de mon temps à faire du contrôle fiscal sur le terrain, on va dire, comme un inspecteur du fisc, comme on dit voilà, Dans le jargon. dans le jargon. En fait, c'est une relation, on va dire, un copain qui m'a un petit peu emmené vers ce parcours. C'est un métier, contrairement à ce qu'on peut penser, assez passionnant parce qu'il y a un côté, je dirais, un peu ludique, c'est un peu le côté chasse, le côté un peu, voilà, On va traquer. on traque la fraude, on a l'impression d'avoir quand même une utilité économique, c'est-à-dire qu'effectivement, on est censé traquer la fraude, donc on élimine un peu le côté négatif des business qui ne sont pas bien déclarés ou pas suffisamment en tout cas. Donc ce job, moi je l'ai fait avec une certaine passion quand même, parce que on a envie d'amener en fait de réussir, donc d'amener de l'argent en fait pour l'employeur, même si c'est un employeur public, bah, effectivement on a envie de s'investir. Et puis bah, c'est effectivement un métier extrêmement varié. Bon, au bout de 15 ans ou 17 ans, on a fait le tour, on a envie un petit peu Faire autre de chose. tourner la page, de voir autre chose. Donc je me suis un petit peu retourné vers mon premier métier qui était le conseil, parce que j'ai été d'abord banquier, hein, j'ai été banquier au CIC pendant 6-7 ans. J'ai été à l'UNOFI aussi au tout début à Aix-en-Provence. Ah, c'est Donc, quoi l'UNOFI? alors l'UNOFI, c'est l'Union notariale financière. Ok. On va dire une société qui est un petit peu créée par le notariat pour développer la gestion de patrimoine. Et donc c'est là-bas que j'ai fait mes armes à Aix-en-Provence. C'était très sympa. Et puis après, effectivement, le CIC pendant 6-7 ans. Et puis ensuite, une rencontre. Et puis aussi mon jumeau qui lui aussi est de la partie, qui est toujours aux impôts d'ailleurs. Et donc, désormais, voilà, je suis revenu. J'ai en 2020, alors que le Covid est là, moi je me pose la question, je me dis, mais finalement, pourquoi pas devenir avocat? Parce que Ok. ça vient en quelque sorte conclure un parcours. Et donc j'ai prêté serment, donc j'ai d'abord passé l'examen que j'ai obtenu, et puis ensuite j'ai prêté serment là seulement en 2025, on va dire plutôt pour des raisons familiales, hein. Et donc voilà, donc depuis quelques mois là, eh bien, j'ai pu te rencontrer grâce au réseau Ouais. Tiwaz, on peut le Ouais, on citer. peut le citer carrément. Et puis bah voilà, on essaie de développer un petit peu cette nouvelle activité et puis d'avoir des clients et puis de se faire connaître. Donc c'est un petit peu par ton C'est intermédiaire. exactement. Voilà. Bah, le but, encore une fois, les amis, c'est mettre en avant des profils pertinents, voilà, avec une expertise poussée. Et aujourd'hui, pour moi, c'était essentiel pour vous, enfin pour moi, de vous présenter Timothée dans son expertise. Vous allez voir, on va essayer de condenser. Il y a mille et une choses à raconter sur cette thématique de la fiscalité. Euh, Avant toute chose, et parce qu'on en a un petit peu parlé en amont et puis autour de déjeuner qu'on a pu faire précédemment, euh, ton parcours au sein du fisc t'a amené à avoir comment dire, des anecdotes assez croustillantes. Tu m'en as partagé quelques-unes déjà, mais j'aimerais que tu en partages également aux auditeurs parce que finalement, tu as pu voir des choses que peu de gens
Enfin, c'est pas le commun des mortels qui va voir ça, on va dire. Donc est-ce que tu as une ou deux des petites anecdotes croustillantes à nous mettre sous la main? Ouais, alors on va essayer de faire court. Alors, la première anecdote un peu croustillante, c'est quand je suis arrivé à Caen, ça faisait 6-7 ans que j'étais en vérification. On dit en vérif dans le jargon, c'est-à-dire qu'on va sur le terrain faire du contrôle fiscal. Et donc, on me donne un dossier un peu particulier, c'est un club échangiste. Ok. Voilà. Donc, le club échangiste, il faut trouver en même temps une méthode de reconstitution de chiffre d'affaires, ce qui n'est absolument pas évident. Mais l'anecdote, c'est de se retrouver vraiment dans un club échangiste qui ressemble un petit peu dans son atmosphère au film d'Hannibal Lecter. C'est-à-dire que tout est peint en noir, il n'y a pas de porte il n'y a pas de porte dans les chambres, Ouais. voilà, apparente. On évolue là-dedans et moi, je suis pas tout seul, je suis avec une collègue de travail. Et je me rappelle, elle m'appelle. Elle est un peu perdue dans cet environnement qui est assez vaste en plus, mais c'est surtout extrêmement glauque, mais glauque comme on peut pas se rendre compte vraiment. Et ça, c'est l'anecdote parce qu'en fait, quand j'essaie de développer une méthode, j'évoque avec le gérant si effectivement on peut éventuellement tabler sur une reconstitution avec les serviettes. Et là, il me dit, mais non, les serviettes, non, il y a certains en prennent 4 ou 5, d'autres. Et ça devient complètement glauque. Je me rends compte qu'effectivement, c'est pas possible vraiment de reconstituer. Moi, j'y arriverai quand même, mais j'y suis arrivé grâce, alors, deuxième anecdote, dans le même dossier, grâce tout simplement à un huissier qui indique dans son PV, dans son procès verbal que je vais utiliser pour reconstituer, qu'il arrive incognito, ce qui sous-tend l'idée qu'effectivement, il est venu, il s'est dénudé complètement. Il a participé ou pas, ou regardé, on ne sait pas. Voilà, donc ça c'est la première anecdote. Bon, la deuxième anecdote, effectivement, j'ai dû aussi vérifier un forain qui avait construit sa maison à l'intérieur d'un hangar, ce qui fait qu'effectivement, il était normalement SDF dans une ville du nord de la France. Et là, on arrive, enfin la brigade de contrôle et de recherche de Caen, une dizaine d'années, il y a prescription, arrive à tout simplement récupérer cet énergumène qui a construit sa maison dans un hangar. Et en fait, on fait la reconstitution. Et ça paraît bizarre d'être entré dans une maison qui est elle-même dans un hangar, englobée dans un hangar. Et lorsque le soleil arrive vers midi, il ouvre la porte du hangar pour laisser entrer. C'était un peu loufoque. Et donc, le pendant de ça, c'est qu'1 an et demi, il est revenu à mon domicile, qu'il a réussi à identifier. Je ne sais pas comment vraiment il a fait, mais il a réussi à me suivre en fait. Et bien que je sois sur liste rouge, que je sois quand même aguerri, il a voulu essayer de me faire un petit peu peur chez moi, à mon domicile. Bon, ça s'est quand même bien terminé, mais enfin... Oui, Voilà, je suis pas sûr que quand tu ouvres la porte, tu sois très rassuré quand même. Rassuré, voilà. Ok. Bon, voilà pour les anecdotes. Bon, ça roule. Merci. Toujours sympa d'avoir un peu le pendant de chaque métier. Il y a toujours des petites choses à raconter. Si tu nous parles un petit peu maintenant de ton, on va dire, nouveau job, on va dire ça comme ça, de ton assermentation, le métier d'avocat fiscaliste, déjà, quelle définition tu en donnerais avec tes mots? À quoi ça sert un avocat fiscaliste? Alors, un avocat fiscaliste, il intervient d'abord, on va dire, en amont d'éventuelles affaires qui pourraient intervenir, c'est-à-dire en amont du contrôle fiscal. C'est-à-dire que l'avocat fiscaliste, il a pour mission d'abord de répondre à des questions tout simplement de particuliers ou de professionnels qui peuvent être soumis à des interrogations, soit au moment de la création, soit au moment du développement, ou soit au moment de la cession de leur entreprise. Okay. Voilà. Pour le patrimoine privé, on va dire, l'essentiel du métier d'avocat fiscaliste, c'est aussi de répondre à ce même type de questions, mais dans la gestion en fait, du patrimoine privé, c'est-à-dire souvent au moment de la transmission, mais aussi au moment de la période où les personnes privées qui ont de l'argent, mais pas que, veulent investir, et à ce moment-là se pose la question des choix, et c'est souvent là qu'elles viennent nous consulter en tant qu'avocat fiscaliste pour savoir si le choix est plus judicieux de telle ou telle fiscalité. Voilà, on va résumer. Et puis le deuxième point, c'est effectivement le contrôle fiscal qui peut toucher un certain nombre de gens, et là effectivement l'avocat fiscaliste intervient.
Ok, alors justement, petit point rapidement, là je vais me remettre un petit peu sur ton site. Je partagerai les amis, vous verrez dans la barre de description du podcast, il y aura le lien direct du site internet de Maître Timothée Guinard. Je t'ai jamais appelé Maître encore, mais voilà, donc vous aurez du coup un lien direct si vous avez besoin d'une consultation, si vous avez des problématiques précises. Encore une fois, en tant qu'investisseur immobilier, moi le premier, j'ai tendance à dire, notre premier job, c'est de trouver la bonne affaire, c'est de faire en sorte d'acheter au bon prix, de bien gérer son projet. Néanmoins, la question de la fiscalité, elle est primordiale également. Un mauvais choix fiscal, bah, clairement, ça peut vous déglinguer votre projet. Donc très très important également à anticiper au maximum et à réfléchir vraiment. Pour la petite anecdote, ce matin j'avais à la maison, j'accueillais un sportif de haut niveau sur le bassin rennais et on travaillait justement sur son projet, on en parlera après le podcast, Timothée, mais il y avait tout un enjeu de stratégie patrimoniale, comment on articule les choses. Il a fait des choix de régimes fiscaux voilà, qui lui sont propres et voir est-ce que c'est bien fait, etc. Donc primordial vraiment de ne pas se planter parce que clairement c'est trop con de faire une belle affaire, d'encaisser des gros loyers, de bien faire les choses et derrière se faire dégommer parce qu'on a mal réfléchi. Donc le contrôle fiscal, c'est quoi un contrôle fiscal? J'aimerais bien une définition parce qu'au final je vois à peu près ce que c'est, mais est-ce que c'est quelque chose d'aléatoire? C'est quoi vraiment? Qu'est-ce qu'on vient chercher à travers un contrôle fiscal? Alors, le contrôle fiscal, il est tout sauf aléatoire en fait. Ah bah Effectivement, d'accord, ok. il y a un gros travail en amont qui est effectué par les services, mais aussi dorénavant par le data mining, l'intelligence artificielle. C'est-à-dire qu'en fait, les services fiscaux et donc l'administration fiscale en général a bien négocié le virage de la technologie. Okay. Et notre administration fiscale en France est l'une des plus performantes au monde en fait. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'administration fiscale a modernisé de façon importante le contrôle, c'est-à-dire que dès 2014, on a vu naître des procédures qui permettent en quelque sorte d'appréhender les fichiers d'écriture comptable des comptables justement, et de pouvoir faire le contrôle depuis le bureau finalement. C'est-à-dire que depuis 2014, un inspecteur du fisc, comme on l'appelle, c'est-à-dire un inspecteur des impôts, désormais on dit un inspecteur des finances publiques, depuis la fusion 2009. Donc un inspecteur des finances publiques qui effectue des contrôles fiscaux va le faire avec les fichiers d'écriture comptable. Donc tout ça, c'est déjà dématérialisé, d'accord ? Donc toutes les procédures le sont désormais, c'est-à-dire qu'on a globalement à la DGFiP énormément tout simplement de logiciels qui permettent en quelque sorte de pouvoir œuvrer en toute dématérialisation, quoi. Et ça, c'est un point important. Donc, le contrôle fiscal, ça peut concerner des entreprises, ça peut concerner des particuliers, ça peut concerner des associations et même des successions. Donc le contrôle fiscal, ça concerne un peu tout le monde. Okay. Et les procédures, elles sont très variées. Mais on va dire qu'il y a pour les entrepreneurs la vérification générale de comptabilité, qu'on appelle VG. Et puis pour les particuliers, on a en quelque sorte le contrôle sur pièce le plus souvent. C'est-à-dire que c'est l'inspecteur ou le contrôleur qui va aller prendre connaissance de votre dossier avec les éléments qu'il a dans le service. Et puis plus gravement, on a le fameux examen de situation fiscale personnelle. Alors là, ça touche assez peu de monde, c'est 4000 dossiers grand maximum. Et là, on va aller vérifier l'adéquation entre ce que vous avez déclaré comme revenu sur votre déclaration de revenus et ce que vous avez encaissé sur vos comptes bancaires. S'il y a un écart effectivement substantiel, et bien alors là, on va pouvoir effectivement tout simplement vous transmettre une proposition de rectification qui va mettre en avant... Proposition de rectification. C'est comme ça qu'on appelle ça. C'est gentil, voilà. C'est bien amené. C'est bien amené, c'est toujours... voilà. Mais malheureusement, ça fait mal. Voilà. Donc, cette proposition de rectification vous est transmise et vous avez en gros 30 jours pour y répondre. Ça peut être 60 si vous sollicitez un délai supplémentaire en matière de vérification générale de comptabilité. Voilà. Ok. Et donc tu disais c'est tout sauf aléatoire. Ouais, c'est tout sauf aléatoire parce que tout simplement les services travaillent en amont sur la recherche de dossiers potentiels à vérifier. Et donc je suis pas censé donner toutes les informations, mais tout est
tout est en quelque sorte bien pensé pour que l'administration produise un certain nombre de dossiers dans chaque département pour effectivement avoir à mener un programme de vérification assez conséquent. Il y a plus d'une centaine de dossiers par département largement. Et encore, on ne compte pas les brigades régionales qui elles aussi ont des programmes assez importants. Donc on a une superposition de strates sur le contrôle fiscal. On a la direction des vérifications nationales et internationales qui occupe le haut du pavé. On va dire que c'est la Ligue des champions du contrôle fiscal. En dessous, vous avez la direction régionale du contrôle fiscal. Là, c'est les brigades régionales pour les gros dossiers. C'est-à-dire qu'en fait, on va dépasser plusieurs millions d'euros, jusqu'à 50 millions d'euros. Et puis en dessous, vous avez le dernier étage, on va dire un peu la Ligue 2. Vous avez la DRFIP, des DFIP, c'est les directions régionales et directions départementales des finances publiques qui constituent aussi le plus gros des vérificateurs. Mais c'est pas les montants les plus importants, mais on va dire que c'est plutôt les gens qui sont là sur le terrain et qui veillent à ce que la France ne ressemble pas à la Grèce en fait. C'est-à-dire que tous les gens soient en quelque sorte contrôlés, en tout cas tous ceux qui le méritent. Voilà. Ok, très clair. Donc ça c'était un petit point contrôle fiscal. On en parlait à déjeuner là, l'autre fois à Tiwaz avec un des membres dont la conjointe a été... subi une vérification. Ouais. Voilà. Et ils n'ont pas très bien dormi parce que pas mal de pièces. En fait, moi, c'est cette idée de me dire, je dois me justifier. Tu vois, c'est vraiment le côté justification, amener des... Enfin, je veux dire, je sais pas concrètement comment ça se passe. Il faut faire les extraits de compte. Tu dis, en fait, t'as rien demandé, t'es dans tes bottes. Enfin, pour le coup, je pense que... libre à chacun de faire comme il veut, mais en tout cas, voilà, moi, je suis droit. Et il faut quand même que tu justifies, tu vois. Alors c'est à nous aussi, en tant qu'inspecteur des finances publiques à l'époque, où je l'étais, d'essayer de faire en sorte d'être le plus agréable possible avec la personne qui est vérifiée, parce que c'est quand même hyper stressant. C'est ce qu'il nous disait en tout cas. Ouais. Donc moi j'essaie de détendre l'atmosphère, détendre l'ambiance. Bon après moi j'ai mon style aussi. Après c'est pas toujours évident de le faire parce que il y a des dossiers sur lesquels on sent tout de suite que là, c'est très très tendu. Moi j'ai vu des vérifications aussi, on est pour l'anecdote, mais où on m'a broyé littéralement la main dès la première intervention parce que l'expert comptable était hyper stressé. Et donc c'est à nous d'essayer de faire en sorte que les choses se passent bien. Et en général, je vais vous dire, moi, à 99%, elles se sont bien passées. Sur 200 vérifications, j'ai peut-être eu des problèmes sur 2 ou 3, grand max. La plupart du temps, en France, les gens, ils sont assez... ils sont pas forcément... plutôt de bonne foi. Ils sont plutôt de bonne foi, ils sont plutôt de bonne constitution. Puis en général, quand ils ont fauté, ils restent tout à fait corrects. Contrairement, c'est vrai qu'on a tendance à penser dans les médias que les gens, notamment dans d'autres administrations, la police, etc., les gens manquent de civilité, etc. Moi, j'ai pas constaté ça. Moi, j'ai plutôt eu affaire à des gens extrêmement conciliants, et qui reconnaissaient assez facilement leurs erreurs quand ils avaient fauté, quoi. Voilà. Ok, très clair. Bon, merci pour ce petit focus, sur le contrôle fiscal qui m'a toujours intrigué, on va dire, parce qu'on en entend parler. T'as d'ailleurs le film Le Dîner de cons, qui est légendaire, là-dessus. Donc voilà. Sur la partie des professionnels, je fais un petit focus parce que dans l'audimat, il y a quand même des professionnels. Tu vas pouvoir aider, alors j'anticipe un peu la suite, mais tu vas pouvoir aider à la structuration d'entreprise. Ça peut être quoi ton rôle, toi, vis-à-vis d'un dirigeant d'entreprise ou souvent, ce qui peut se passer, c'est que des choix de structure sociétale peuvent s'avérer pas forcément judicieux. Par exemple, des gens qui auront monté une société civile vont se rendre compte qu'en fait... petit à petit, leur activité devient très très commerciale. Or, dans une société civile, on ne peut pas avoir d'activité vraiment commerciale à proprement parler. Il y a certains types de montages qu'effectivement, on ne peut pas faire, quoi. C'est pareil, lorsque vous avez un gérant qui est assez attaché à l'idée, par exemple, d'avoir une retraite assez importante, effectivement, si vous tablez sur une société type URL et SARL,
la retraite sera moins importante que si vous optez pour une SAS ou une SASU. Bon, c'est des choses, effectivement, parfois il faut recadrer, mais là, c'est plus du droit des sociétés, mais ça peut quand même arriver effectivement, sur les problématiques fiscales. C'est-à-dire que les problématiques fiscales sont souvent intimement liées aussi à la forme sociétale. Ah oui, tout Voilà. à fait, oui. Donc on peut arriver là-dessus. Après, faut savoir aussi que ce qu'on peut voir en termes de structuration, quand on commence à parler structuration, on essaie aussi de dévier un petit peu sur le fait qu'on en a ses propres limites et qu'il faut éviter aussi de dire au contribuable, par exemple, d'aller créer lui-même sa propre structure, comme on a pu le faire il y a quelques années. On crée une SCI, voilà, on allait chercher les statuts, etc. Depuis qu'on a les fameux guichets uniques, et ça fait quand même partie malheureusement des côtés un petit peu négatifs de ce qui s'est passé dans le domaine des affaires, le guichet unique, c'est pas forcément une réussite, quoi. Guichet unique, on va juste donner une Ouais. définition. C'est en fait le guichet qui permet en fait de créer des entreprises et de faire les démarches, on va dire, Sur les NPI. Ouais. Voilà. Et ça, c'est un petit peu plus complexe désormais. Et il faut faire un petit peu plus attention. Donc moi, je dirais que pour éviter d'essuyer des refus de l'administration, il faut savoir s'entourer de professionnels, quoi. Et là, les avocats, notamment en droit des sociétés, mais les experts comptables aussi, sont de bonnes, à mon avis, ils sont plutôt conseillés dans ce genre de situation. Parce que ça devient quand même de plus en plus compliqué d'arriver à faire passer ces dossiers assez rapidement, parce qu'effectivement, on voit que autant il peut y avoir des progrès dans certains domaines et pour certaines administrations, pour d'autres c'est un peu moins le cas. Moi je donne mon avis, mais effectivement j'ai l'impression quand même que le guichet unique c'est pas forcément une réussite. Voilà. Ok. Donc très clair vis-à-vis de la société. On va faire on va parler maintenant, on va essayer de relier ton métier à l'immobilier. Ouais. Voir un petit peu toi ce que tu peux amener, on va dire. Bon, on a déjà un peu parlé de tout ça, mais quand on est investisseur immo, je vous le disais juste avant, le choix du régime fiscal, il est primordial enfin, j'ai envie de dire même dans la réussite de votre projet, même si à la base le but du jeu c'est faire la bonne affaire, acheter au bon prix, bien faire ses travaux, optimiser sa stratégie, etc. Il arrive un moment où vous faites le mauvais choix fiscal, vous faites derrière défoncer. Tu disais, et on en parlait à la réunion Tiwaz, là, hier, je crois, avant-hier, hier, que tu avais eu le cas d'une personne qui détenait une SCI à l'IS et qui, à la sortie, donc à la revente, s'est fait matraquer, ce qui est en effet la SCI à l'IS, et tu m'arrêtes si je me trompe, durant toute la durée de détention, la fiscalité est plutôt allégée avec le système, c'est de l'abattement, amortissement. Ouais. Amortissement. Et par contre, l'inconvénient, c'est à la sortie, la base imposable est calculée sur la valeur nette comptable, Ouais, VNC. tout à fait. Et du coup, c'est là où, par contre, Voilà, là du coup, le calcul de la plus-value laisse apparaître tout simplement un désavantage très très important qui est lié au fait que, étant donné que les amortissements ont été effectués pendant toute la vie d'entreprise, et après on les enlève en fait dans le deuxième terme du calcul de la plus-value, c'est-à-dire on fait prix de vente moins prix d'achat moins amortissement. Et étant donné qu'on enlève donc tous les amortissements qui ont été effectués, en fait le montant de la plus-value du coup s'en retrouve assez conséquent, assez énorme. Donc si jamais on a affaire à des gens qui ont acheté un bien et que ce bien en quelque sorte ils l'ont gardé, ils l'ont entretenu, et puis sa valeur a vraiment la valeur c'est quasiment multipliée par 2 en l'espace de 15-20 ans, et c'était le cas. Que par ailleurs le bien était acquis en région parisienne, et que effectivement c'était un bien d'une certaine valeur, mais que ces gens-là ensuite ont changé en quelque sorte tout simplement de domicile, ont conservé le bien et puis l'ont loué, l'ont aménagé, mais l'ont loué, mais qu'au final, au bout de 20 ans, alors que normalement il aurait peut-être plutôt fallu soit le vendre par compartiment, ou alors le transmettre, faire des donations, décide de le vendre en fait. Et donc du coup forcément la plus-value, là en fait elle a été assez énorme. Donc là ça traduit peut-être malheureusement une mauvaise option, un mauvais choix, alors qu'en fait il aurait peut-être fallu tout simplement
peut-être considérer que ce bien-là, à un moment donné, au bout de 10-12 ans, peut-être avoir une autre option, peut-être le vendre à ce moment-là ou tout simplement le transmettre. Voilà, je pense que c'est un petit peu ça le sujet. Est-ce que, alors c'est peut-être faire des raccourcis, il faut pas en faire en IMO, mais c'est même pour moi à titre perso pour essayer de comprendre, parce que j'ai une SCI à l'IS. Ouais. Est-ce que par exemple sur une SCI à l'IS, on peut se dire la durée de détention optimale par rapport justement à cette fiscalité à la sortie qui est plus compliquée, on va dire, est-ce que ce serait pas 10 ans, 12 ans ou c'est trop... Tout dépend en quelque sorte, on va dire, moi je pense que ce qu'il faut voir, c'est ce qu'on a gagné en fait sur la totalité de l'opération. Ouais. C'est-à-dire que si on est à l'IR et qu'on a des revenus vraiment très élevés, comme c'était le cas des deux personnes là, qui étaient détenteurs de ce bien-là, elles n'ont pas fait le calcul de ce qu'elles ont gagné pendant la durée de vie de détention. C'est-à-dire qu'en fait, à l'impôt sur le revenu, quand vous êtes à la tranche à 41 et que vous avez des loyers, et c'était le cas de la maison là, qui n'avait pas... il n'y avait pas besoin d'un entretien particulier, donc les loyers étaient fortement fiscalisés. Elle a peut-être, ce foyer fiscal a peut-être gagné 20-30 000 euros d'impôts tous les ans pendant 20 ans. Donc quand vous gagnez une somme astronomique à l'impôt sur le revenu, que vous économisez cette somme-là, il est normal qu'à la sortie... on peut pas gagner sur tous les tableaux. Donc on ne peut pas gagner sur tous les tableaux. Donc je dirais qu'il n'y a pas vraiment de comment dire, de durée. C'est-à-dire que si vous amortissez le bien, il faut effectivement l'amortir jusqu'au bout, mais il faut plutôt provisionner et se dire à la sortie, bon, ce que j'ai gagné pendant toute la vie en étant à l'IS, je vais devoir assumer à la sortie, ce qui paraît un petit peu normal. Et puis, si on veut une fiscalité un peu plus douce, il y a peut-être une possibilité de réinvestissement derrière qui pourrait permettre d'adoucir un petit peu la plus-value. Alors, ce serait quoi le principe de ça ? Alors, peut-être un réinvestissement dans d'autres, peut-être des locaux qui seraient des locaux professionnels, des choses comme ça. Ça peut être le cas d'un réinvestissement dans un FCPI, un FCPR, des choses comme ça. Ça peut effectivement être admissible. Bon, faut creuser la solution. Mais en tout cas, ce qui est clair, c'est que avant de céder, il faut quelques années avant savoir que de toute façon il y a un impôt à payer à la sortie et il faut provisionner en conséquence. Après, on parle souvent d'impôt confiscatoire. C'est peut-être pas quand même le cas. C'est-à-dire que le taux comment dire de cession, on va dire, la plus-value, elle est imposable à 25%. Bon, c'est pas non plus, vous voyez ce que je veux dire, c'est pas confiscatoire quand même. On a dans la fiscalité eu des taux largement plus élevés. Quand vous rachetiez il y a quelques années un contrat d'assurance vie avant les 4 ans, c'était 35%. Ouais. Même avant les prélèvements sociaux, il y avait les prélèvements sociaux qui venaient s'ajouter. Donc là, ça pouvait être vraiment confiscatoire. Là, on est sur un taux à 25%. Bon, voilà, on va dire, c'est le taux de l'IS aujourd'hui, donc c'est logique, hein, d'accord, on est à l'IS, bon, ça me paraît un petit peu normal. Voilà. Oui, et puis voilà. Puis il y a le taux réduit qui est quand même, comment dire, calculé sur les 42 500 premiers euros, on a quand même un taux réduit, donc effectivement, même si la plus-value elle est importante, imaginons sur un bien, la plupart des Français, ça va pas être non plus 300 ou 400 000 euros de plus-value. Dans ce cas-là, malheureusement, la plus-value était assez énorme, mais c'est parce que justement, en extrapolant en fait ce cas-là, on voit qu'effectivement, pour quelqu'un qui a acheté un bien à un prix déjà élevé, mais qui fait une espèce de culbute, avec le temps. Voilà, on extrapole un petit peu, et là, on peut voir les dégâts que ça peut faire. Mais en même temps, il avait ce foyer avait toute possibilité pour effectivement analyser la situation et se rendre compte qu'à un moment donné, effectivement, il allait devoir payer l'impôt. Et donc, l'économie d'impôt qu'il a fait par ailleurs pendant toute la durée, il pouvait la replacer pour financer la plus-value à la sortie. Ok. Ouais. Alors, ce que j'ai tendance, et de plus en plus, comme réflexion que j'amène pour moi à titre perso, même les élèves que je vais coacher, c'est vraiment de se dire, ce bien-là, quelle est la vision que tu as à travers ce bien-là ? Il remplit quel objectif ? Est-ce que c'est un bien sur lequel, si tu as beaucoup de travaux, peut-être qu'il y a un intérêt à le passer, si tu payes des impôts, sur un principe de déficit foncier. Est-ce que ton bien, à l'emplacement où il est, avec l'amélioration que tu vas lui apporter, dès le lendemain, à la fin des travaux, il fait un coef de 1,5 sur sa valeur foncière patrimoniale. En fait, c'est toute cette réflexion-là que je pense que toi, tu vas amener pour le choix du bon régime fiscal, parce que là, pour la petite anecdote, et sur Instagram, j'en ai déjà parlé, je suis sur un projet sur une baraque qu'on va diviser en 4 appartes. Donc tu vois, c'est un dossier, je
pense qu'entre le prix d'acquisition travaux qui va nous revenir aux alentours des 400 000 euros, je le fais en association. Quid du régime fiscal, on en reparlera. Mais par contre, tu vois, je pense qu'à la sortie, le projet il est fini, la baraque elle en vaut 500 000. Donc il y a 100 000 euros de plus-value latente directement à la sortie du fait qu'on ait créé un immeuble de rapport dans notre secteur. Donc tu vois, le choix là aussi du bon régime fiscal, il va prendre tout son sens. Hein, voilà. En même temps, si tu es un professionnel de l'immobilier, on sait qu'on va aller sans doute vers un régime professionnel de cette cession et de cette acquisition-cession. Donc effectivement, on est sur un régime un petit peu à impôts commerciaux quand même, vu qu'on est sur une activité, commerciale. Donc effectivement, on aura. Mais c'est vrai que de faire une espèce de cession par compartiment, c'est judicieux dans le sens où on va en quelque sorte un petit peu diminuer les risques aussi. Alors quand tu dis cession par répartition, c'est quoi ? On va dire par compartiment, je dirais. C'est un par lot en fait. On va en quelque sorte créer la valeur. Voilà, en divisant un petit peu. Alors là pour le coup, c'est pas du marchand de biens. C'est vraiment dans une dimension patrimoniale quand même à détenir sur. C'est dans le patrimoine privé. C'est dans le patrimoine. Ouais. C'est pas du marchand de biens comme je vais pouvoir faire où là c'est sur une SAS. Et puis. D'accord. Donc là on est plutôt sur du patrimoine encore privé. Ouais. Donc mais bon là. Tu vois le fait on a 150 000 euros de travaux à peu près. Ouais. Et je sais qu'il y a la plus-value à la sortie. Je me dis, SCI à l'IS, est-ce que. Bon, bref, je vais creuser la question, mais là, pour le coup, je m'interroge. Autant j'ai beaucoup de certitudes dans plein de domaines. Ouais. Et là. Alors, la SCI à l'IS, c'est vraiment aussi une question d'imposition, de tranche marginale d'imposition dans laquelle on se situe. C'est-à-dire que si on est à une imposition à 31, on peut encore se poser la question de savoir si la SCI à l'IR n'est pas tenable. Voilà. Parce que si jamais, effectivement, on doit revendre dans les 4, 5 ans, 6 ans, c'est peut-être encore acceptable de rester en SCI à l'IR. Voilà. Après, si on a l'impression que les travaux sont vraiment importants et qu'on peut amortir de façon réellement importante et qu'on peut attendre un petit peu pour céder, il y a peut-être qu'à ce moment-là, effectivement, on a intérêt à opter pour la SCI à l'IS. Mais de toute façon, c'est tout à fait possible de pouvoir faire des simulations en essayant de réfléchir à la meilleure option. Et en très peu de temps, on arrive à dégager un avis qui va permettre de voir si effectivement fiscalement quelle est la meilleure option possible. Voilà. Parce que c'est vrai que le jeu des amortissements, il n'est pas neutre parce que ça crée quand même un résultat bien moindre tous les ans, et c'est pas neutre. Même si à la sortie on a une plus-value, on a aussi une plus-value à l'IR. C'est vrai qu'en gardant un bien très longtemps à l'IR, on sait qu'on a l'avantage des plus-values liées aux personnes physiques, c'est-à-dire qu'au bout de 22 ans, il n'y a plus du tout d'impôt sur le revenu. Donc plus on va garder l'immeuble longtemps, plus on envisage de le garder longtemps, plus on sait qu'à la sortie, on sera moins fiscalisé. Mais le fait est que si on est fiscalisé et qu'on a des hauts revenus pendant une vingtaine d'années, effectivement, ce qui va être important, c'est de savoir quel revenu j'ai pendant toute la période où je garde cet immeuble. Est-ce que ces revenus fonciers qu'éventuellement je peux toucher, s'ils sont soumis à une tranche marginale d'imposition de 41 sans compter les prélèvements sociaux, c'est pas un peu confiscatoire de le garder dans ces cas-là, même si on a une plus-value un peu moindre à la sortie. Le fait est que si vous touchez 50 000 euros de revenus et qu'il en reste que 28 ou 29, c'est un petit peu dommage. Ouais. Voilà. Donc effectivement, là, dans ces cas-là, on n'a pas bénéficié de l'amortissement. Et ben, effectivement, à l'IS, pour éviter cela, et là, ça peut être un peu un écart assez important, on va avoir un amortissement conséquent. Et puis, effectivement, au bout de 15-16 ans, ça peut être intéressant à ce moment-là de le céder, et peut-être pas d'attendre 22, 23, 24 ans. C'est un petit peu l'objet de ta question tout à l'heure. Effectivement, peut-être en diminuant la durée de détention, peut-être qu'on arrive à quelque chose qui peut être cohérent. Voilà. Ok, ça marche. Bon, dans tous les cas, je me souviens, ça c'est une petite anecdote. Quand j'étais en études, donc moi j'ai une formation d'opticien à la base, BTS opticien lunetier. On avait des cours de marketing compta, enfin c'était gestion, vraiment comptabilité pure et dure et fiscalité.
Et on m'appelait à l'époque, dans la promo, mes copains, c'était GG la gestion. J'étais numéro 1 dans ces matières-là. J'adorais ça, je trouvais ça passionnant. J'apprenais par cœur. Et c'est rigolo, je trouve, 20 ans après quasiment la sortie d'études, de me retrouver pris de passion, c'est un grand mot, mais en tout cas, c'est des sujets hyper intéressants où alors, je suis loin d'avoir la science infuse, mais néanmoins, d'avoir des notions, et tu vois, et puis encore une fois, c'est ce que je dis toujours aux élèves, c'est on ne doit pas tout comprendre, on doit pas tout savoir, par contre, on doit être en capacité d'aller chercher l'information là où elle est. On peut pas être expert de tout, c'est pas mon métier, toi tu as fait les études pour. Non, mais même l'avocat, il a pas la science infuse. Il doit à chaque fois, ce qu'on partage en général chez les avocats, c'est que on a la culture du doute. C'est-à-dire que nous, on doit vérifier l'information qu'on va donner au client. Donc en fait, il faut savoir, c'est que on sait des choses, c'est sûr, on en sait un peu plus parce qu'on a fait des études de droit, mais on est loin de tout savoir. Et donc avant de donner un conseil, on va dire affiné au client, on vérifie parce qu'on sait en plus que la matière fiscale, elle bouge énormément. Ah oui. Donc nous, C'est la problématique. voilà, on de doit l'immobilier, encore, je trouve, ouais. on doit encore faire très attention parce que voilà, là, les seuils pour les locations peuvent encore changer, etc. On ne sait pas d'ailleurs où on va parce qu'on a une loi de finances qui n'est pas encore, voilà, On marche sur des œufs. donc on marche sur des œufs tous les ans. Donc en fait, il faut à chaque fois vérifier. Donc effectivement, même l'avocat, lui, ne sait pas. Alors on a des bases, c'est sûr, mais on doit toujours vérifier les informations qu'on va délivrer parce que tout simplement, il y a aussi les textes qui changent, mais la jurisprudence aussi qui peut être plus favorable d'une année sur l'autre. On peut avoir effectivement des revirements, des revirements de jurisprudence qui vont faire qu'une position qui a été défendue par le passé, y compris par l'administration, peut changer parce que tout simplement on voit que la jurisprudence a changé. Ok. Donc toujours être à la page, toujours. Voilà, toujours faire attention à D'un côté, c'est plutôt rassurant. Ça veut dire aussi que. Ouais, on est responsable aussi. Oui, c'est ça. Donc, voilà. Mais c'est très bien. Moi, je préfère avoir un discours comme ça plutôt qu'on me dise non, je suis sûr de moi, j'ai pas besoin de vérifier. Non, moi, je vérifie toujours aussi. Ok, super intéressant. Moi, j'aimerais maintenant qu'on parle d'un. Alors, j'ai envie de te dire un sujet à la mode parce que moi qui suis présent sur les réseaux sociaux, sur différents groupes d'investisseurs, que ce soit Facebook, groupe WhatsApp, même des gens que je vais pouvoir rencontrer dans des soirées investisseurs, dans les conférences que je vais pouvoir faire. Il y a un mot qui, j'ai l'impression, qui fait fantasmer tous les jeunes investisseurs, c'est la holding. Alors, la holding, c'est un truc de ouf. J'ai l'impression que tout le monde qui se lance en IMO veut sa holding pour briller en société. Mais est-ce que tu peux rappeler quel peut être le rôle d'une holding et quand est-ce qu'elle prend place Voilà. Alors au départ, la holding c'est quoi? La holding c'est une société qui est créée par les groupes de sociétés qui veulent avoir une sorte de société un peu chef d'orchestre, une société qui est un petit peu au-dessus des autres et qui sert en quelque sorte à manager en quelque sorte toutes les autres sociétés du groupe. C'est de là que vient l'intérêt de la holding. Alors le but donc de la holding, c'est ça, c'est d'avoir une stratégie. Alors il y a plusieurs stades, on a la holding qui peut prendre simplement des participations dans d'autres sociétés, et puis on a la holding pure, la holding en fait animatrice, qui elle va avoir un rôle vraiment stratégique. Voilà. Alors, la holding, le but au départ, c'est de gérer en quelque sorte par le truchement de groupes de sociétés un certain nombre d'avantages fiscaux, c'est-à-dire que par exemple on a le régime Murphy, l'intégration fiscale, tout ça ce sont des dispositions fiscales qui visent à gérer en quelque sorte les holdings, mais surtout à faire remonter les dividendes de ces filiales-là vers la société mère avec un régime fiscal particulier, un régime plus avantageux. Voilà. Alors la holding, il y a en fait un objectif déjà, c'est en matière de gestion. La holding met en place ce qu'on appelle des management fees. Alors, pour être très, très clair là-dessus, c'est assez simple. C'est une sorte de package de gestion que la holding va mettre à disposition de ses filiales, notamment pour la création de filiales à l'étranger. Elle va mettre en place tout un package pour qu'elle puisse faire ses RH, ses achats, tous les logiciels en quelque sorte qui vont arriver un petit peu clé en main pour la nouvelle arrivée, la nouvelle création de société et qui va leur permettre en quelque sorte de pouvoir gérer avec facilité et puis en ayant tous ces avantages-là. Alors il y a aussi des conventions de trésorerie qui vont être mises en place entre la holding et les sociétés
sociétés qui vont leur permettre en quelque sorte de pouvoir avoir tout simplement un peu plus de trésorerie. Voilà. C'est principalement ça en termes de gestion, les avantages. Et puis en deuxième lieu, le deuxième avantage important, c'est la transmission pour les holdings. C'est-à-dire que la holding va mettre en place un système de transmission très avantageux fiscalement par ce qu'on appelle un effet de levier. C'est-à-dire qu'on va avoir un nouvel acquéreur qui veut acquérir en fait un groupe de sociétés, il va acquérir en fait la holding. Par le truchement de la holding, il va prendre en quelque sorte déjà une première participation importante dans la holding, en dessous de 50%. Et donc le but pour celui qui dirige la holding au départ, c'est le cédant, ça va être de céder petit à petit sa holding à un nouvel acquéreur dans des conditions fiscales très intéressantes et grâce à ce qu'on appelle un effet de levier. C'est-à-dire qu'en fait, la société qui arrive et qui va donc prendre dans un premier temps une part, 49%, imaginons, du capital, elle va le faire en prenant un prêt. Le prêt va servir à acheter donc ces titres, voilà, ouais. Et elle va payer les intérêts de ce prêt grâce aux remontées de dividendes qui sont défiscalisées, d'accord ? Et donc c'est ce qu'on appelle un effet de levier. Elle va acquérir grâce à des intérêts qui sont payés grâce à la banque ces parts. Et puis ensuite, au bout de 2-3 ans, quand le cédant aura vu que le nouvel acquéreur semble vouloir pérenniser l'opération, donner des garanties sur le fait qu'il était sérieux, etc. Il va lui céder enfin le reste de ses titres. Et là, les titres, il va les céder moyennant un prix qui tient compte du fait qu'on a encore un emprunt dans la société. Donc, du coup, forcément, le montant du prix départ va s'en trouver diminué. Oui. Et donc, il va pouvoir céder ensuite à ses enfants des titres qu'il aura payés, qu'il aura vendus, un peu moins cher. Donc, tout ça, c'est une opération de transmission et c'est le deuxième avantage important de la holding. Alors, aujourd'hui, c'est quoi l'intérêt d'aller proposer des holdings justement pour les investisseurs pour les petites structures ? Ouais. En fait, ils veulent en quelque sorte tout simplement permettre à des structures moins importantes de bénéficier de ce même type d'avantages, c'est-à-dire de bénéficier un petit peu de l'effet de levier là, d'une transmission, c'est-à-dire que le gérant va essayer de racheter ses propres titres et par le truchement de la holding. C'est pareil, d'autres vont mettre en place les fameuses management fees. Mais le problème, c'est qu'il faut faire très attention, c'est au cas par cas en fait, et là il faut s'entourer quand même d'un professionnel parce que le risque, c'est l'abus de droit. C'est-à-dire que autant ce qui peut être fait à l'échelle d'un groupe de sociétés parce qu'il y a des enjeux financiers assez importants en termes de gestion, en termes de transmission, là effectivement il y a un patrimoine d'entreprise en quelque sorte qui vient en quelque sorte être pris en compte. Là c'est un peu moins le cas lorsque ce sont des toutes petites structures, c'est-à-dire qu'en fait on peut se dire que l'avantage est exclusivement fiscal et là l'administration peut revoir les choses et peut voir rouge tout simplement et tout simplement vous adresser un redressement pour abus de droit, article L64 du livre des procédures fiscales. Donc là, il faut faire très attention. Je dirais, c'est pas infaisable pour les petites structures, mais c'est au cas par cas. Il faut faire très attention qu'il n'y ait pas requalification. Voilà. Et donc là, on était, on va dire, dans un cadre... Merci déjà pour l'explication complète. Voilà. On était dans un cadre, on va dire, d'entreprise. Ouais. Si je vois demain un cadre d'un investisseur immobilier... Alors, je vais faire un cas très concret, parce que c'est des cas qui arrivent très souvent. Investisseur immobilier, j'arrive au taquet du LMNP, je suis bloqué. Si j'en réinvestis, je passe les seuils, je bascule LMP, ça ne m'intéresse pas. Je veux du coup me structurer sous un modèle sociétal, donc avec des SCI potentiellement à l'IS, managé, piloté par une holding au-dessus. Est-ce que toi tu vois un intérêt à procéder de la sorte ? Quel serait, parce que je vais manger une partie de la réponse, mais souvent pareil les jeunes investisseurs où il y a un effet de mode aussi sur le marchand de biens où on se dit je vais faire du marchand de biens, je dégage du cash, ça remonte dans la holding, ça repart dans une SCI à l'IS avec des conventions de trésorerie, je réinjecte machin. Ouais. C'est quoi ton opinion là-dessus ? Le problème c'est d'éviter une requalification. C'est-à-dire que tout part de là. Il ne faut pas que, en quelque sorte, le montage soit un montage qui permette de court-circuiter uniquement l'impôt.
C'est-à-dire qu'en fait, on peut être un marchand de biens tout à fait honorable et à partir du moment où vous faites une structure sociétale admise, c'est-à-dire que vous avez une société, bon, vous avez 2 sociétés, ok, mais le problème c'est que si vous évitez comment dire, le statut du loueur en meublé professionnel, il peut être effectivement intéressant, mais il l'est un petit peu moins depuis quelques années, on est d'accord. Si vous faites un montage un petit peu particulier pour éviter de payer l'impôt, il ne faut pas que le montage soit fait dans le seul dessein d'éluder l'impôt. Voilà ce que je veux dire. C'est qu'il faut qu'il y ait un intérêt aussi patrimonial à faire une espèce de montage avec une SCI à l'IS. Il faut qu'on ait un montage patrimonial qui soit cohérent, qui permette de démontrer que l'intérêt n'est pas exclusivement fiscal. Voilà. Donc on reste dans ces cas-là, effectivement, il faut travailler les choses, mais on va dire qu'il faut être tout à fait conscient du fait que si un intérêt est exclusivement fiscal, on encourt une requalification. Ouais. Voilà, donc il faut être très vigilant en fait sur les montages en fait. Ok, ça marche. Et donc, une holding aujourd'hui, toi, tu penses que c'est préférable de la monter au démarrage? Alors, si je reprends mon exemple de l'investisseur qui veut pas passer en seuil LMP et qui veut poursuivre ses investissements mais sous une forme sociétale, est-ce qu'il vaut mieux d'abord réaliser 2 projets dans une structure de société, quelle qu'elle soit, SASU, SCI à l'IS ou SARL à l'IS, ça se fait SARL à l'IS, ouais. On fait 1 projet, 2 projets et on monte la holding après pour éviter des coûts aussi, tu sais, parce que ça coûte cher une holding à entretenir en frais comptables. Effectivement, on n'a pas parlé du coût, mais c'est vrai que la création, c'est à peu près 3-4 000 euros et en termes de gestion annuelle, c'est pareil, c'est un certain coût puisqu'il y a la comptabilité et puis il y a en fait l'approbation des comptes, les assemblées, etc. Donc en fait, c'est vrai que c'est un coût de créer une holding. Donc on doit plutôt avoir à l'idée que on crée une holding quand il y a des besoins. C'est-à-dire que quand on veut une vision stratégique, on a déjà peut-être une première activité qui est bonne, une deuxième activité. Et qu'est-ce qu'on veut faire en fait de la holding? Bien souvent, c'est aussi un moyen de racheter une troisième activité qui marche un petit peu moins bien dans le but de la restructurer, une société qui peut-être est déficitaire et qu'on va venir ajouter aux 2 structures qui, elles, marchent bien, de façon à faire une sorte de compensation. Et là, effectivement, ça peut être intéressant de créer une holding. On va dire qu'en fait, la holding, c'est plus simplement quelque chose qu'on va créer lorsque effectivement on voit qu'on a un projet déjà assez mature et qu'on a envie d'avoir un chef d'orchestre qui va permettre en quelque sorte de pouvoir développer une activité de groupe en fait. Ouais, c'est ça. Hein. Voilà. C'est la vision de groupe, moi je suis tout à fait d'accord. C'est la vision de groupe, ouais. C'est une société comme une autre, c'est juste qu'elle chapeaute les autres, mais voilà, vous avez des frais de comptable derrière. Donc si c'est pour créer une société juste pour qu'elle soit là, mais qu'elle n'ait... Il faut qu'elle ait son utilité. Il faut qu'elle ait son utilité, ouais, clairement. Voilà. Bon. Et puis c'est surtout qu'en fait, quand on fait une acquisition d'une société, on sait qu'elle est mal structurée et elle est déficitaire. C'est vrai que là, on va pouvoir effectivement compenser avec les bénéfices des 2 autres. Et là, on a tout intérêt à créer une intégration aussi par l'intermédiaire de l'article 223 du Code général des impôts, de créer une espèce d'osmose entre toutes ces entreprises de façon à en tirer profit, quoi. Et là, l'intérêt, il est aussi stratégique, c'est de pouvoir faire en sorte que la nouvelle venue bénéficie de tous les avantages dont les autres ont pu bénéficier, c'est-à-dire en termes de management fees, de convention de trésorerie, des choses comme ça. Ouais. Okay. Puis là, on n'a pas parlé aussi, mais il peut y avoir de la taxe sur les salaires, sur les dirigeants, en fait, dans une holding. Ça, c'est possible aussi. Donc, effectivement, il peut y avoir un coût, pas forcément... ça peut être assez important. Hein. Moi, j'ai dû vérifier une société dans les années 2013-2014. Je crois que c'était 10 000 euros par an sur une holding d'un hypermarché. 10 000 euros par an de taxes sur les salaires. Donc, si on prend ça sur 3 ans, ça commence à chiffrer quand même. Ouais. Voilà. Ça picote. Ok, bah écoute, moi j'ai fait à peu près le tour des petites questions que je voulais te poser. De toute façon, encore une fois, ce n'est qu'un préambule de tout ce que tu es capable d'amener, mais l'idée à retenir, c'est entourez-vous vraiment.
vous n'êtes pas censé tout connaître, vous devez avoir une vision d'ensemble et vous devez être en capacité d'aller chercher l'information là où elle est. Donc, en l'occurrence, si vous avez des questions relatives à la fiscalité, la structuration, voilà, comment les gens peuvent te contacter, je vais mettre en dessous le lien direct de ton site internet. Donc, toi, tu es basé à Rennes. Oui. Mais tu peux faire, j'imagine, à distance. Oui, bien sûr, et puis je peux me déplacer aussi. C'est-à-dire que la première consultation, en général, pour moi, elle n'est pas payante. Je prends tous les éléments, on peut me les transmettre éventuellement par mail. J'ai tous les éléments, j'essaie de voir les questions qui se posent, et puis ensuite, je prends un certain temps, j'envoie une convention d'honoraires de façon à fixer par avance les honoraires. Je fixe aussi le temps de travail nécessaire pour répondre aux questions. Et puis ensuite, je me déplace pour une restitution. En général, j'essaie de me déplacer pour une restitution et puis transmettre tous les éléments de façon à, éventuellement, si d'autres questions se posent, y répondre le jour J sur place. Voilà. Okay. Donc, voilà, moi j'ai effectivement un site, donc il suffit de taper Timothée Guinard, avocat, fiscaliste, Rennes, voilà, vous trouverez mon site, et puis j'ai toutes mes coordonnées, j'ai mon numéro de téléphone, je suis tout de mail, etc. Voilà. Donc voilà, chers amis investisseurs, si vous avez des sujets fiscaux, de structuration, de choix du bon régime fiscal, en effet, je pense que c'est important de s'y plonger au plus tôt dans votre projet, même dans votre vision, je dirais. Moi, c'est quelque chose, j'incite vraiment les élèves de plus en plus à se projeter à 5 ans en fonction de ce qu'ils veulent faire, pour déjà mettre un pied à l'étrier sur, voilà, même si la vie elle peut changer, la fiscalité personnelle peut changer, ce qui peut avoir un impact aussi sur le choix de la fiscalité immobilière, mais c'est important quand même d'avoir des notions et puis surtout d'être en capacité, voilà, demain, vous trouvez un nouveau projet, soyez sûr de votre régime fiscal, ne le choisissez pas au dernier moment parce que c'est un coup à faire des conneries. Merci infiniment pour cette discussion. Merci Jérôme, c'était très sympa, on a bien... Sujet passionnant à approfondir bien sûr. Donc les amis, vous avez le lien de Timothée donc dans la barre de description. N'hésitez pas à faire appel à ses services du coup pour éluder vos problématiques. Et on se retrouve toutes et tous dans un prochain épisode. À très bientôt. Merci à vous. Ciao, ciao. Au revoir.